vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Très heureux d'être à La Motte-Beuvron. Il y a un grand salon et nous sommes sur le stand, le salon de la chasse, et nous sommes sur le stand de la Fédération nationale des chasseurs. Et on va évidemment parler de chasse aujourd'hui et d'actualité, toujours dans la bonne humeur avec les vraies voix. À 17h30, le grand débat du jour, les chasseurs premiers écologistes de France proclamaient il y a quelques années une campagne de la Fédération nationale des chasseurs. Ils mettent en avant leur rôle dans la régulation de certaines espèces et refusent toute opposition entre chasse et écologie. Alors parlons vrai, est-ce que les anathèmes jetés contre les chasseurs vous choquent? Et à la question, peut-on considérer les chasseurs comme des défenseurs de l'écologie? Vous dites oui à 59%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Des chasseurs qui défendent la complémentarité entre les différents usagers de la nature, randonneurs, vététistes et chasseurs. Certains opposent ces pratiques lorsque surviennent des accidents. Dans certains départements comme la Corrèze ou l'Isère, les fédérations de chasse et de randonnée ont signé des chartes pour une bonne cohabitation. Vous pose cette question. Parlons vrai. Est-ce que ces chartes sont la bonne méthode à utiliser partout dans le pays? Et notre question du coup de projecteur, chasseurs, promeneurs, la cohabitation est-elle possible? Eh bien vous dites non à 52%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 avec nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, qui n'est pas chasseur, mais qui est toujours président de l'Institut de la Parole. Plus que jamais. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir, pour une fois, votre chaleur intellectuelle n'est pas seule. Alors c'est vrai qu'il fait une chaleur absolument dingue. Ça va Philippe, après Lille, La Motte-Beuvron? En pleine forme, c'est une journée magnifique. Je n'imaginais pas autant de monde et de succès, vraiment. Et pourtant, je ne chasse pas. Président. Et l'accueil sur le stand de la Fédération nationale des chasseurs est magnifique. Et avec nous, Willy Schren, président de la Fédération nationale des chasseurs, auteur du livre Un chasseur en campagne, publié chez Albin Michel. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs bien sûr et à nos amis autour de la table. Vous aviez prévu une telle météo? Oui, toujours, on commande. Ah oui, on écoutez là-haut, hein. Ils sont vachement sensibles à ce Un moment. chasseur en campagne, président, ça n'est pas un dragueur en campagne, c'est Philippe David. Non, je vous en prie. Et enfin, Camille Laplace, ingénieur hospitalier, chasseresse et maman de 3 enfants. Sur TikTok, Cam Cam et Lolo, et sur Facebook, Cam Chasseresse. C'est des forums de rencontres et de discussions entre chasseurs et chasseresses, pardon. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser son chien. Vous voyez, il faut répéter. Exactement. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de votre accueil. Alors vous allez voir, vous faites partie des vraies voix aujourd'hui avec Philippe Bilger, méfiez-vous de lui. Willy Schren, pas de problème, je vous le dis tout de suite. Alors on va commencer avec vous, Willy Schren. Oui. La Fédération nationale des chasseurs, combien de personnes ça représente? Où est-elle implantée? Racontez-nous tout ça comme on est sur votre stand. Alors la Fédération nationale des chasseurs est implantée à Issy-les-Moulineaux, juste à côté de Paris, hein, au bord du périphérique d'ailleurs, pour des raisons stratégiques, hein, puisque nous sommes les premiers interlocuteurs du législateur, donc on travaille beaucoup avec les parlements, bien sûr les ministres et le chef de l'État, donc on est vraiment au cœur du réacteur en se trouvant ici les Moulineaux. On a 1 million environ de pratiquants pour la chasse en France aujourd'hui et 4 millions de personnes qui ont un permis de chasser dans la poche. C'est une petite nuance, mais c'est important. Alors tous ne valident pas la même année. On a un turnover assez important en fonction des déplacements, de la vie de tous les jours, de l'économie aussi des fois et des finances de chacun. Mais on représente donc 4 millions de personnes qui détiennent un permis de chasser. On a environ 50 personnes qui travaillent au siège de Paris, mais c'est pratiquement 7000 personnes à l'échelle de la France, 7000 salariés qui travaillent tous les jours. Et puis après, on a tout ce qu'on développe, effectivement, au nom du bénévolat et de la nature, oui. Pour la Fédération nationale des chasseurs, vous me passerez l'expression, c'est le grand rout, ce salon à La Motte-Beuvron, parce que Philippe Bilger le disait à juste titre, il y a un monde, on n'imaginait jamais voir autant de monde ici. Ça rappelle le salon de l'agriculture ou le mondial de l'automobile, franchement, où on a fait quand même pas mal d'émissions sur ces salons hyper fréquentés. Oui, c'est des moments importants, bien évidemment. C'est des moments importants de se retrouver, et puis vous l'avez vu, hein, les Philippe... les gens sont heureux ici. Ah oui. Eh oui, parce que la chasse dans le monde rural, il n'y a pas que nous, mais le monde rural, c'est la recette du bonheur. Donc ici, on voit des gens qu'on aime bien, qui sont détendus, on est content, on voit des nouveautés, on goûte des bonnes choses, on boit des bons breuvages, on est heureux. C'est un peu la recette du bonheur, un salon comme celui-là. Et Président, juste ça concerne aussi la chasse à courre, par exemple. Ah, mais moi je défends, et nous représentons ici, l'entièreté des pratiques de chasse en France. Et il n'y en a aucune qui est laissée sur le côté. Voilà, elles font toutes l'objet du plus grand soin et de la plus grande attention.
Alors, Willy Schren, une dernière question, on va faire une courte pause. Vous venez ici, il y a un monde énorme. Est-ce qu'il n'y a que des chasseurs ou des gens qui se disent, tiens, j'ai envie de devenir chasseur, je vais aller voir à la Fédération nationale des chasseurs comment on fait pour avoir un permis de chasse, puis je vais aller voir, parce qu'il y a plein de stands qui vendent tous les matériels possibles et imaginables. Oui. Et comme le disait Philippe Bilger, d'excellents produits du terroir qu'on a eu le bonheur de déguster sur votre stand à midi. D'ailleurs, Philippe Bilger a tout mangé. Certains ont abusé du vin rouge. Non, n'importe quoi. C'est ça, vous réflexion pour avoir de nouveaux chasseurs? C'est un lieu d'échange. Et la chasse, c'est avant tout ça, c'est de la convivialité, c'est d'échange, c'est des valeurs. Donc on intéresse de plus de gens. Et ici, en moyenne, il y a 20 à 30% des gens qui ne sont pas chasseurs et qui viennent là. Parce qu'ils retrouvent des valeurs, parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'au contact de ce monde de la chasse, le monde des gens heureux, le monde des gens qui sont bien, qui sont heureux dans leur passion, et qui dans le fond n'emmerdent personne et qui sont tranquilles dans leur coin, et ben ici on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir et qui ne sont pas des gens qui ont un permis de chasser. Et pour donner une idée, c'est pratiquement 100 000 visiteurs en 3 jours. C'est plus. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Ah oui. Voilà, c'est énorme en 3 jours. Mais c'est énorme. Et d'ailleurs, ça devient même des fois un peu un problème. Vous verrez, entre aujourd'hui et demain, on est à saturation sur le salon et sur l'hôtellerie, etc. Et sur l'hôtellerie, sur plein de choses. C'est même des fois peut-être pour ça qu'on n'en fait pas 120 000 ou 130 000, parce qu'il y a une telle demande de gens. Mais je connais des groupes de personnes, pour terminer là-dessus, Philippe, qui sont pas chasseurs, mais qui cochent ce week-end-là comme un week-end formidable de détente et de vacances en venant ici au milieu des chasseurs. Et je confirme que c'est un salon, j'étais jamais venu, je l'avoue, mais c'est un salon extrêmement sympathique, c'est extrêmement convivial. Comme vous le disiez, Willy Schren, on sent que les gens sont heureux et ça fait vraiment du bien dans la vie un peu morose qu'on a. Allez, on se retrouve tout de suite pour le réquisitoire du procureur Facebook avec Kamsa Chasseresse et c'est l'heure du réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et votre réquisitoire est simple, monsieur le procureur. 1 an après, on ne s'est pas remis de la dissolution. Absolument. Le bonheur du point de vue du procureur, en tout cas pour celui qui le fait, c'est que je ne parle pas forcément de judiciaire et plus souvent de politique. J'ai lu ce matin en arrivant à la Motte Beuvron et je n'imaginais pas une seconde le monde qu'il y aurait un excellent article dans Le Point d'une journaliste exceptionnelle, il y en a parfois, qui s'appelle Mathilde Sirot, qui a raconté le crash politique qu'était la dissolution. Et je voulais de toute manière en parler parce que même si le président a fait légèrement amende honorable, il continue à penser contre vents et marées que cette dissolution était une bonne chose. C'est absurde lorsqu'on voit l'état de la vie parlementaire, l'état de la vie nationale et l'état de la France. On ne peut pas soutenir que la dissolution n'a pas profondément altéré la démocratie et rendu impossible des projets pourtant fondamentaux. Donc j'ose dire que sur ce plan-là, peut-être d'autres aussi, le président pâtit d'une forme de déconnexion avec le sentiment populaire majoritaire. Je pourrais y ajouter les problèmes d'insécurité, les problèmes culturels, les problèmes internationaux, quoique c'est peut-être le seul domaine où il peut apparaître comme relativement irréprochable. Mais j'adore les contradictions, elles vont certainement venir. Willy Schren, le président de la République, a dit que les Français n'avaient pas compris la dissolution. Est-ce qu'ils n'ont pas compris ou est-ce qu'ils l'ont trop bien comprise? Non, je pense qu'on l'a pas compris. Enfin, moi, je fais pas de pari. Je comprends la dissolution, à condition qu'on va au bout des choses et qu'on ne change pas d'avis au bout de 3 jours après le jour de dissolution. Soit on veut une dissolution parce qu'on imagine que la majorité n'est pas suffisante, mais quand on vient de voir les résultats des élections européennes, on se dit en clair, on va la faire courte et clairement, on va refiler le pouvoir au RN et ils vont se débrouiller avec ça et je ferai mieux quand la prochaine présidentielle va arriver. C'était ça à la base. Et puis tout le monde s'engueule et pendant 72 heures, on ne sait plus où le chien est attaché comme on dit en campagne. Et au final, on fait un front républicain et on a la situation qui est celle-là aujourd'hui, qui ne peut pas être compréhensible par les gens. D'ailleurs, cette dissolution pose un vrai problème, parce que la Ve République, c'est un mécanisme d'horlogerie extrêmement précis. Il est dévoyé maintenant sur 3 points. Le premier, ça a été le quinquennat,
La 5e République n'a jamais été faite pour un quinquennat. Le deuxième, le cas qu'on a actuellement, la dissolution en outrance et qui n'est pas justifiée comme on l'a connu là, ça c'est quelque chose effectivement qui n'est pas normal. Camille veut dire un mot ? Non, allez-y. Et puis voilà, donc on voit bien ce qui s'est passé. Oui, le troisième, je le cherche, Philippe. Je viens d'avoir un petit blanc, j'aurais dû le noter. J'aurais dû faire comme tu fais. Effectivement, c'est de noter quelques points, comme l'autre Philippe fait. Bon, moi, du point de vue du citoyen lambda, effectivement, on a juste l'impression que le pays est en pause, en fait. On attend et... c'est un peu long, une pause d'un an, Oui, non ? c'est une pause un peu longue, effectivement, mais on ne voit pas les changements. On attend systématiquement des nouveaux gouvernements qui viennent successivement et du point de vue du citoyen lambda, on est complètement perdu. En plus, c'est des mécanismes, la 5e République, qui dépassent un peu le citoyen lambda et on a besoin d'explications. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont ? Frappe israélienne en Iran. Israël frappe massivement l'Iran. L'État hébreu cible une centaine de sites nucléaires et militaires des hauts responsables de la République islamique et de son programme nucléaire. Une déclaration de guerre, dit Téhéran, qui jure de se venger de la plupart des capitales de l'ONU, de l'OTAN. Se multiplient les appels à éviter une escalade. Face au programme nucléaire iranien, la France réaffirme le droit d'Israël à se défendre, déclare Emmanuel Macron, qui a réuni un conseil de défense. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique s'inquiète du risque lié à des frappes sur des installations nucléaires. Les vraies voix Sud Radio. Une centaine de cibles militaires et nucléaires frappées sur le territoire iranien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou revendique une opération visant à enrayer un risque existentiel pour son pays. Israel launched Operation Rising Lion. Israël a lancé l'opération L'éveil du lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne pesant sur la survie même d'Israël. Cette opération continuera autant de jours que nécessaire pour éliminer cette menace. Puis le Premier ministre israélien de dresser ce premier bilan quelques heures plus tard. Nous avons mené de premières frappes couronnées de succès. Nous avons frappé le haut commandement. Nous avons frappé des scientifiques de haut rang qui encouragent le développement de bombes atomiques. Nous avons frappé les installations nucléaires. Cette attaque d'une ampleur sans précédent a tué les plus hauts gradés iraniens, dont le chef d'état-major de l'armée, le chef des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du pays, mais aussi le commandant de sa force aérospatiale. Au moins 8 personnes sont également mortes dans le nord-ouest du pays. Après ces frappes israéliennes, en tout cas, le régime iranien a aussitôt crié vengeance par la voix de son président Massoud Pezeshkian. Cet acte brutal, contraire à toutes les obligations internationales, confirme la nature criminelle du régime sioniste illégitime qui a bâti son existence sur l'occupation, l'agression et l'infanticide. Bien sûr, la nation iranienne et les responsables du pays ne resteront pas silencieux face à ce crime et la réponse légitime et puissante de la République islamique d'Iran fera regretter à l'ennemi son acte insensé, déclare le président iranien. En tout cas, après ces frappes en Iran, côté israélien, les sirènes de l'état d'urgence retentissent à Jérusalem en prévision de possibles répliques de l'OTAN à l'ONU. Se multiplient des appels à éviter une escalade. Beaucoup de capitales occidentales soulignent le droit d'Israël à se défendre contre ce programme nucléaire iranien. Ces frappes pourraient être suivies d'attaques encore plus brutales si l'Iran ne conclut pas un accord sur le nucléaire, a même averti le président des États-Unis Donald Trump. Israël a droit, de se protéger, d'assurer sa sécurité, déclare Emmanuel Macron après avoir réuni un conseil de défense. D'ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot exprime son inquiétude. La France exprime sa vive préoccupation face à l'escalade en cours. Elle appelle instamment les parties à s'abstenir de toute action susceptible de déstabiliser l'ensemble de la région. Nous appelons les parties à recourir à l'ensemble des moyens diplomatiques pour désamorcer la situation. La France rappelle avoir exprimé à maintes reprises ses préoccupations au sujet de l'accélération du programme nucléaire iranien, qui constitue une grave menace pour la sécurité du territoire national, en violation des obligations internationales de l'Iran. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de réactions outrées d'ailleurs à la France insoumise, notamment suite à cette réaction française. C'est Israël qui a attaqué l'Iran, pas l'inverse, écrit par exemple le député LFI Aurélien Taché, parmi beaucoup d'autres. Israël qui a donc notamment visé des cibles nucléaires, et ça inquiète Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. This development is deeply concerning.
Cette évolution est extrêmement préoccupante. J'ai déclaré à plusieurs reprises que les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées, quel que soit le contexte ou les circonstances, car ça pourrait nuire à la fois aux personnes et à l'environnement. De telles attaques ont de graves implications pour la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, ainsi que pour la paix et pour la sécurité régionale et internationale. En tout cas, la fermeture des espaces aériens d'Israël, de l'Iran, de l'Irak, de la Jordanie provoque des annulations de vols pour le Moyen-Orient. Air France a notamment suspend ses vols Paris-Tel Aviv. Philippe Bilger, une réaction ? Je développerai tout à l'heure ce que je pense de cette attaque israélienne. Pour l'instant, je préfère m'en tenir à ce que j'appelle l'effroi et peut-être le soulagement. Willy Schren, un mot ? La peur. Encore une fois, bon, on peut trouver des arguments de part et d'autre, mais bon, c'est encore une escalade supplémentaire. Où allons-nous aller avec tout ça ? Comment ça va se terminer ? Je crois qu'on commence vraiment à avoir très peur de ce qui se passe là-bas. La suite, et c'est un drame dans la Sarthe, Félix. Oui, avec ce car qui s'est couché avec à son bord des adolescents ukrainiens en échange scolaire. Il s'est couché sur le bas-côté de l'autoroute A81 dans la Sarthe, sur la commune de Degré, dans le sens Rennes-Le Mans. L'accident a fait 4 morts, 34 blessés, dont 11 en urgence absolue, parmi donc ces adolescents ukrainiens qui étaient en échange scolaire avec un établissement français. Philippe Bilger. Absolument, on ne sait rien sur le conducteur, rien. Pour le moment, pas plus d'informations, Félix ? Je ne crois pas. Je n'ai rien vu qu'on sache pour le moment. Tragédie, on verra après. Tragédie, Willy Schren. Il va falloir, évidemment, l'enquête dira tout en termes de responsabilité. De toute façon, tous les cars de transport de personnes ont ce qu'on appelle des chronotachygraphes qui permettent de savoir les conditions de circulation. Un peu comme les boîtes noires d'un avion, il faut laisser la justice travailler maintenant ? Bien sûr, là je suis comme Philippe, il est beaucoup trop tôt pour dire quelque chose, hormis simplement qu'on pense très fort aux familles des gens qui sont décédés dans cet accident dramatique et attendons quelques heures d'avoir des éléments pour pouvoir s'exprimer. Allez, dans quelques instants, le grand débat, les chasseurs se disent premiers écologistes de France. Ils défendent leur rôle dans la régulation des espèces et rejettent l'opposition entre chasse et écologie. Alors parlons vrai, est-ce que les anathèmes jetés contre les chasseurs vous choquent ? Et à cette question, peut-on considérer les chasseurs comme des défenseurs de l'écologie ? Vous dites oui à 64%. Tiens, vous êtes chasseur. Venez témoigner de ce que vous faites pour l'écologie en appelant au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Retour des vraies voix en direct du stand de la Fédération nationale des chasseurs au salon de la chasse à La Motte-Beuvron dans le département du Cher. Un endroit magnifique, on traverse la forêt solognote et je dois dire qu'on voit, on te le disait Philippe Bilger en venant tout à l'heure, des paysages d'une grande beauté. Magnifique. Absolument magnifique. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les chasseurs premiers écologistes de France proclamaient il y a quelques années une campagne de la Fédération française nationale des chasseurs. Des chasseurs qui mettent en avant leur rôle dans la régulation de certaines espèces et qui refusent toute opposition entre chasse et écologie. Alors parlons vrai, l'utilité des chasseurs pour la nature est-elle niée ? Et à cette question, peut-on considérer les chasseurs comme des défenseurs de l'écologie ? Vous dites oui à 64%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, vous êtes un peu le béotien par rapport à notre président de la Fédération nationale des chasseurs et à notre chasseresse. Allez-y. Absolument. Je suis l'ignorant de base en matière de chasse, mais très souvent quand je discute de la chasse avec des amis, je leur dis mais comment pouvez-vous avoir envie de partir avec un fusil et de tuer des animaux qui ne nous ont rien fait ? Et ils me répondent, mais vous vous trompez complètement, on n'y va pas pour tuer, on y va pour réguler la nature, c'est fondamental, on aime les choses qui nous entourent et j'aimerais savoir si l'argument est valable ou pas. Est-ce qu'ils sont vraiment des régulateurs ou est-ce qu'ils cherchent à ennoblir une passion de tuer, par exemple, en disant qu'ils sont fondamentaux pour la régulation ? Alors, il y a deux choses, Philippe, là-dedans. Il y a une partie régulation, mais je vais parler du reste, qui est dans le fond la plus difficile toujours à expliquer. Réguler, on comprend. Il y a trop de sangliers, on tue des sangliers. Il y a trop de cerfs, on tue des cerfs. Il y a trop de ci, il y a trop de là. Tout ça, on comprend, parce qu'il y a des dégâts aux cultures, des choses comme ça. Puis il y a le reste. Et le reste, c'est très compliqué. Alors, pour nous, c'est très simple. La chasse, c'est tout simplement quelque chose de naturel. C'est le jeu de la nature tous les jours. Prédateur, prédaté. Nous, on va à la chasse. On a, c'est vrai, quelque part,
du plaisir à convoiter le monde animal. Alors à la différence de tous les autres animaux, qui vont peut-être pas avoir de retenue entre un prédateur et un prédaté, nous on choisit à un moment de tirer ou ne pas tirer. Parce que le plaisir est multiple. Il y a à la fois cette quête de l'animal, il y a à la fois être dans la nature, parce que la même chose dans une pièce fermée, sans fenêtre, il n'y a personne qui le ferait. Il y a la convivialité, se retrouver au milieu des autres, échanger autour d'une passion transgénérationnelle, transfinancière, transsociale. C'est quelque chose de très important. Et il y a une continuité à tout ça, c'est oui, on va tuer un animal, mais on va le ramener, on va le dépouiller et on va le manger. Et c'est quand même un réflexe immuable de l'espèce humaine, il ne faut jamais l'oublier. Et cet instant, et ce cheminement, oui, ça c'est le plaisir qu'on éprouve à la chasse. L'acte seul n'aura aucune valeur. Le jour où on me dit, Philippe, j'ai une liste d'animaux à tuer le matin quand je pars à la chasse, je descends de la voiture et je les tue comme ça parce qu'ils me regardent, je mettrai ma voiture au fossé pour éviter un lapin. Il faut bien comprendre ça. Il faut un contexte. Et tout ce contexte, c'est ça la chasse. Camille Laplace, qui est ingénieur hospitalier, chasseresse. Alors qu'est-ce que vous voulez répondre? À la question de Philippe Bilger? Oui, on le cuisine évidemment, et ça fait partie du plaisir de la chasse, d'aller jusqu'au bout. Moi, je suis maman, j'ai 3 enfants, et cuisiner le gibier que je prélève à mes enfants, au-delà de l'aspect bio, mais c'est quand même de la viande bio, le gibier. C'est aussi une viande avec un bilan carbone extrêmement faible, voilà. Et moi, je suis allée jusqu'à avoir des poules, à faire mon potager, et j'étais citadine à la base, donc tout ça c'était pour moi assez extraordinaire, et aller prélever mon gibier et faire manger mes enfants de ce que j'avais cuisiné, c'était comme un aboutissement en fait, et une certaine autonomie aussi, c'est rassurant, quelque part c'est rassurant. Le sentiment de pitié ne joue jamais. Je veux dire, pour bien sûr. Cette espèce que vous avez très bien dit, Willy. Bien sûr, mais on est dans un contexte. Votre honnêteté qui consiste à dire qu'il y a tout de même un plaisir. Mais on a ce plaisir en nous. Je vais prendre un autre exemple. Vous prenez n'importe quel gamin de la Terre. Avant qu'il soit en doctrine, il va le prendre petit avant 5 ans. Vous lui donnez une fronde et un arc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de tuer un oiseau. Ouais. C'est tellement naturel. Alors, c'est tellement naturel, c'est l'histoire de l'homme. C'est comme ça. Donc évidemment, après, il y a le cerveau qui joue. Bon, on fait pas. On tue pas. Après, on passe au-dessus de ça. Mais le réflexe naturel de l'espèce humaine, c'est tuer un animal et c'est le manger. Ça, c'est immuable et on ne pourra jamais revenir là-dessus. Comment est-ce que vous êtes devenue chasseresse, vous? Alors moi, c'est assez récent. J'ai passé mon permis de chasser il y a 4 ans. Donc oui. Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, j'étais citadine. Oui, vous étiez citadine voilà. À Paris, on peut le dire. Exactement. Et en fait, je suis partie vivre à Fontainebleau. Et la spécificité de cette ville, c'est d'être au cœur de la forêt de Fontainebleau. Exactement. Sortie du Covid, le fait d'avoir été enfermée, j'ai cherché une activité pour me concentrer. Et j'ai fait du ball trap. Parce que ça me permettait de me vider l'esprit et d'être dans la nature. Et vous savez quoi, au ball trap, j'ai rencontré des chasseurs qui s'entraînaient. Et finalement, le lien entre les chasseurs au ball trap et la forêt de Fontainebleau m'ont amené à essayer de découvrir la chasse. Puis je parlais tout à l'heure aussi de pouvoir nourrir mes enfants avec le gibier que je prélevais. Ça m'a vraiment intriguée et c'est comme ça que j'ai commencé. Vous n'avez pas fait de l'escalade. Alors j'en ai fait. À Fontainebleau, c'est très bon. J'en ai fait aussi, mais pour nourrir mes enfants, c'était compliqué. Oui. Voilà, et c'était beaucoup plus risqué. Je préférais. Oui. Voilà. Puis les pierres à mâcher, c'est pas terrible, Philippe Bilger. Et vous êtes devenu chasseur comment, Willy Schren? Vos parents étaient chasseurs Je suis né dans une famille de chasseurs. C'est une tradition, c'est une institution, c'est un sacerdoce familial. Il n'y en a pas un qui a pu s'en échapper. Donc, j'aurais même pas imaginé ma vie sans la chasse. Ça a donné un sens à ma vie. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, mais je n'aurais pas la chasse au milieu de ma vie. Je pense que j'aurais raté ma vie. Je ne sais pas comment j'aurais pu la mener. C'est pour vous dire à quel point c'est dans ma génétique. C'est tellement, je le disais, naturel. Ça fait tellement partie de mes pensées, de mes rêves, de mes réflexions, de tout ça. Toute ma vie a tourné jusque maintenant autour de la chasse. Et j'aurais pas pu l'imaginer autrement. Vous êtes chasseur, vous êtes anti-chasse, tiens. Venez débattre au 0826 300 300. Vous entretenez également, il n'y a pas que le problème de régulation des espèces, il y a d'autres choses que vous faites dans la chasse. Qu'est-ce que vous faites en particulier? Alors, les chasseurs, et là on est sur la question de l'écologie. Bon, l'acte de chasse, on l'a évoqué, on a compris. Après, le lien social d'abord. N'oubliez quand même jamais que dans 80% des villages de France, la seule association qui reste, c'est la chasse. Les activités en plein air sont toujours des activités, pour la plupart, qui sont solitaires. Il n'y a que la chasse qui est capable de mettre des jeunes et des vieux
ensemble, des riches et des pauvres, on va le dire comme ça, et sans arrière-pensée, ou des gens qui viennent d'horizons sociaux, culturels tellement différents, mais qui se retrouvent dans une passion et qui doit se pratiquer de façon collectivement. Il n'y a plus grand-chose dans le monde et en France où on peut encore échanger et mettre des gens autour de la table. Un des grands mâles de la société actuelle, se reparler, ne pas vivre avec son téléphone, ne pas vivre avec 5000 amis qu'on n'a jamais vus de sa vie. Et ben nous on n'en a pas 5000, on en a 500, mais on les retrouve à la chasse et on les connaît bien. C'est ça. Et puis après il y a l'action écologique. Quoi qu'on en dise, on peut ne pas aimer, on viendra sur ces sujets. C'est quand même 22 millions d'heures de passées bénévolement dans la nature, en dehors de la chasse, quand on chasse pas. Voilà. C'est quand même des dizaines de kilomètres de haies qui sont refaits toute l'année et qui sont recréés dans nos territoires agricoles. À l'échelle des 20 dernières années, on est quand même à près de 7000 km. On paye tout ça avec notre argent. On s'occupe de la nature pour la chasse, on s'occupe du gibier, mais pour une raison simple. S'il n'y a pas de gibier, s'il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de chasse. Donc quand on s'occupe des espèces chassables, on s'occupe de toutes les espèces. On fait un travail remarquable pour les passereaux, on s'occupe de tas de choses. On recrée effectivement des écosystèmes, puis on les protège. Heureusement que les chasseurs détiennent 90% des zones humides en France et qu'ils entretiennent et qu'ils s'offrent à passion. Sinon, il y a longtemps que ce serait du béton et des magasins. Et on le sait tous. Donc, heureusement qu'on est là. Camille Laplace, Camille Laplace, le lien social, il y a vraiment un lien entre les chasseurs. Je rappelle que vous avez plusieurs groupes sur TikTok où vous êtes Cam et Lolo, sur Facebook Cam Chasseresse, vous êtes également sur Instagram, je crois. Oui, il y a un vrai lien de famille effectivement qui se crée et il y a un lien d'appartenance. Voilà. Et d'ailleurs le Game Fair il est super pour ça parce qu'on se retrouve entre nous. Du salon, bien sûr, ici, le Game Fair. Se retrouve. Voilà, c'est le salon de la chasse ici et on se retrouve et on est très heureux de se retrouver tous ici entre nous. On est justement très accueillants et très content quand il y en a d'autres qui viennent découvrir la chasse. On adore quand il y a des non-chasseurs qui viennent et qu'on peut leur expliquer notre passion. Et ce que Willy disait tout à l'heure, c'est vrai que la chasse donne un sens à notre vie. Et vraiment, et pour y être rentré il n'y a pas si longtemps que ça nous donne une vraie direction. Philippe Bilger. Quelle est alors votre réaction devant les multiples attaques anti-chasseurs? Vous les trouvez injustes, absurdes, compréhensibles? Totalement injuste et totalement absurde, c'est vrai. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a des groupuscules en France qui attaquent systématiquement la chasse. On va prendre une chasse qui est très médiatisée, qui est la chasse à courre. Il y a un groupuscule, une association qui s'est formée, qui s'appelle Abolissons la vénerie en France. Ce sont des gens qui sont venus au contact des chasseurs pour entraver la chasse à courre. Bon, donc vous avez souvent des jeunes filles qui ont été plus ou moins endoctrinées, qui viennent. Je vais vous donner le résultat et le bilan. Il y en a quand même 21 qui font partie maintenant des équipages de vénerie. C'est quand même le comble. Tu viens pour arrêter la chasse, tu finis par devenir chasseresse, et il y en a 4 qui sont mariés des chasseurs. Donc, à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens, malheureusement, vivent de ce qu'ils voient de leurs réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas la chasse, mais quand on fait découvrir la chasse à quelqu'un, de toute façon, 100% des gens trouvent que c'était pas comme on leur avait dit. Beaucoup y adhèrent. Il suffit d'y goûter une fois pour l'aimer. Oui, il faudrait les faire venir à la mode Beuvron. Exactement. Et d'ailleurs, on a fait venir Philippe, donc il va passer son permis de chasse, on va passer un super moment ensemble. Oui, mais je risquerais de toucher un humain. Non, on va t'entraîner, Philippe, ça va aller. Je vais me pousser parce qu'avec lui, j'ai pas confiance. Camille Laplace. Oui, c'est beaucoup de méconnaissances finalement, et c'est beaucoup de clichés. On est encore dans des énormes clichés vis-à-vis des chasseurs, et c'est plus vrai du tout. La chasse, elle a évolué comme notre société, et malheureusement, oui, on a tous les anti, on a tout ça, on est dans une incompréhension totale parce que vraiment on se donne, et on se donne avec conviction, et on se donne avec bienveillance pour une nature qu'on aime profondément. Il y a encore un point, Philippe, qui est important, que je voulais vous dire là-dessus, c'est que quand on rentre dans la chasse, on découvre un monde de valeurs. Moi, j'ai l'exemple de beaucoup de gens qui chassent. C'est encore le dernier cadre légal qu'ils respectent et qu'ils reconnaissent. C'est important ce que je vous dis. Ça sort largement de la pratique c'est bien au-delà de la chasse. C'est que on rentre dans un monde de valeurs, dans un monde qui n'en a plus, ou qui en recherche tous les jours. C'est important. On redécouvre un sentiment de tradition, ça veut dire de transmission. Ça veut dire qu'on se sent l'héritier de quelque chose et le besoin de transmettre cette chose. Ce qui est d'ailleurs les valeurs de l'humanité. Quand tu n'as plus rien à donner, quand tu sais pas d'où tu viens, tu sais jamais où tu vas. Et ça, c'est important. La chasse, quand on intègre des gens qui viennent de l'extérieur, retrouve ces valeurs-là. Et c'est très important. Alors il y a une chose importante, vous avez déclaré dans un communiqué en septembre, Willy Schren, la défense d'une chasse durable n'est pas pour les chasseurs une simple intention en forme de greenwashing. Qu'est-ce que c'est la chasse durable ?
La chasse durable, c'est ce que j'ai évoqué un petit peu là. D'ailleurs, c'est le fait de maintenir une biodiversité. C'est-à-dire, on l'a fait très courte et pragmatique, mais un peu ridicule, mais on tue tout le même jour, il n'y a plus rien. La chasse durable, c'est de cultiver effectivement la faune et la flore pour que ces espèces durent et perdurent. C'est pour ça que quand on nous interdit de chasser une espèce, je vais prendre l'exemple de la tourterelle des bois par exemple, qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà. Si on n'était pas là pour mettre tous ces kilomètres de haies, parce que moi je veux bien qu'il y ait un techno dans un bureau bruxellois qui décide un matin on va interdire la chasse de la tourterelle des bois. Quand on voit nous les milliers de kilomètres de haies qu'on met, qui permet à cet oiseau de refaire un nid, d'avoir des jeunes, et c'est grâce à nous. Et quand on vient prendre une petite partie qui est toujours calculée, on ne tire pas sur tout ce qui bouge, on tire pas 100% des animaux, on a des plans de gestion, on regarde ce que la nature nous donne et on prend quelques royalties dans ce qu'elle nous a donné. Donc c'est ça la chasse durable. Et ça, on sait très bien le faire. Philippe Bilger. Il y a quelque chose de difficilement compréhensible, mais je vous écoute avec beaucoup de tolérance et d'attention. C'est le fait qu'il y aurait une sorte de morale de la chasse, tout de même. Oui. Et oui. ça... une éthique même si je comprends bien que vous n'êtes pas des sadiques de la mort de l'animal, j'ai du mal à concevoir que ça peut être une éthique tout de même. On peut pas faire autrement. Enfin, pardon, mais on consomme de la viande et ça passe forcément par la mise à mort de l'animal. On consomme du poisson, c'est la mise à mort d'un poisson ou des fruits de mer Mais aussi. bien sûr, voilà. Donc, alors après, on peut se bander les yeux et se dire qu'il y en a d'autres qui le font pour nous et que voilà, ça passe à rien. Et puis on peut assumer son acte. Oui, exactement ce que dit Camille, Philippe, mais vous avez raison là-dessus. La grande difficulté, c'est d'expliquer à quelqu'un qu'on peut aimer passionnément la nature à un point extrême et en même temps savoir aller dedans et tuer quelques animaux pour les consommer. Ça, c'est un vrai sujet, vous avez raison. Mais je vais la poser autrement. Est-ce que vous croyez que l'éleveur qui voit ses vaches naître, qui les a toute sa vie, qui va en prendre du lait, qui à un moment doit les envoyer à la bêtère, est-ce que vous croyez que cet éleveur-là, il n'aime pas ses animaux? Mais il aura le passement au cœur. Je pense que ce qu'on a perdu comme notion, c'est qu'on peut aimer passionnément la nature, tout en sachant nous remettre à notre vraie place, celle d'un régulateur à un moment et d'un équilibriste en écosystème. Mais c'est exactement ça. Camille Quand je Laplace. me moque des calembours du dodu, je l'aime beaucoup tout de même. Alors, il y a une autre question qui se pose, Willy Schren. Les 945 000 chasseurs, c'est ça, à peu près le nombre de chasseurs, qui valident leur permis de chasser chaque année. Alors, vous voyez, parce que je me suis fait reprendre, j'ai dit le permis de chasse et Camille m'a dit non, c'est comme le permis de conduire, oui, le permis de chasser. permis de chasser. Absolument, mais le verbe après, elle avait raison. Par une pratique durable de leur activité, participent de fait à la préservation des ressources biologiques sur les territoires ruraux. Est-ce que les pouvoirs publics en sont conscients? Alors de plus en plus, pendant longtemps, non. Mais maintenant, il n'y a pas des fédérations départementales dans une région qui n'ont pas aujourd'hui des fonds importants qui sont alloués par ces conseils régionaux pour travailler sur la biodiversité, parce que nous, on a ce défaut dans le fond d'être pragmatique et de rejeter la théorie. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on aime la nature à travers la télévision, à travers son téléphone ou dans un bureau urbain et prendre des décisions, mais qui relève ses manches et qui va aller sur le terrain? Qui est le vrai bras armé de la nature? Et que ce soit les régions, que ce soit les départements et l'État aujourd'hui, où on a créé un fonds de biodiversité que l'État nous alloue uniquement pour nous occuper de la nature. Alors, on n'est quand même pas aimé partout, vous le savez. On défraie des fois la chronique pour que l'État en arrive à dire il faut donner des millions d'euros aux chasseurs parce que eux seuls sauront les utiliser et eux seuls sauront traduire ça en un bienfait pour la nature. Là, je pense qu'on a des preuves concrètes depuis quelques années, cette prise de conscience du monde politique sur l'action que peut avoir la chasse. Est-ce que, Président, dans la mesure où vous évoquez vous-même l'action de l'État, qui parfois vous voue une certaine reconnaissance, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, dans cette corporation considérable des chasseurs, d'être parfois confronté à un risque d'instrumentalisation politique? On est toujours, de toute façon... Rejoint peut-être vos appétences, votre désir, je ne sais pas. Alors, à titre personnel, j'ai souvent dit, en fin de compte, j'entends Philippe, mais ça a sûrement référence aux dernières élections, peut-être présidentielles, où je dis clairement, moi je vais voter Emmanuel Macron. Il faut bien comprendre
Quand on est président d'1 million de personnes, de 4 millions même d'ailleurs, indirectement, qui ont un permis de chasser et les familles qui vont avec, moi je dois faire abstraction de ma pensée politique et de mon idéologie personnelle en politique. Je dois la mettre de côté parce que les décisions que je dois prendre ou les positions que je dois prendre doivent être uniquement pensées et réfléchies pour l'intérêt des gens que je représente. Et quand le problème s'est posé à la dernière présidentielle, je ne regretterai jamais une seconde d'avoir dit je voterai Emmanuel Macron pour le bien de la chasse. Ça ne veut pas dire que je le pensais à titre personnel, mais je l'ai fait pour le bien de la chasse. Et j'essaye à chaque élection, mais de peser le pour et le contre et de trouver la personne qui est le plus à même à prendre des engagements et à défendre la chasse. Ça a été Emmanuel Macron, ce ne sera plus, ça c'est sûr. Qui ce sera la prochaine fois? J'ai déjà quelques idées, mais on en reparlera. Mais oui, il y a des gens qui aujourd'hui s'occupent du monde rural et qui le défendent. Il faudra en tenir compte dans ces décisions qui seront prises. Allez, merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants pour ce qui est un peu le clou de cette émission, le quiz de l'actu, alias le qui c'est qui l'a dit. Est-ce que vous êtes préparé psychologiquement à affronter Philippe Bilger, grand tricheur de son état? Tricheur. Ah oui, et le pire, c'est qu'il était avocat général quand même, c'est ce qui pose question. Je ne triche pas, il faut que je compense les graves erreurs. Ça va être compliqué. C'est ce qui s'appelle raisonner par euphémisme. Allez, on se retrouve tout de suite. Retour des vraies voix en direct du stand de la Fédération nationale des chasseurs K16 au salon de la chasse à la mode Beuvron. Et c'est l'heure du qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors le qui c'est qui l'a dit, il n'y a ni foi ni loi, ni règle, ni quoi que ce soit. C'est le premier qui répond qui a gagné. D'accord? On commence. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? J'ai ri de la proposition du Conseil d'orientation des retraites de travailler jusqu'à 66 ans et demi. Effectivement, si on travaille jusqu'à la mort, il n'y aura plus de problème de retraite. Ça pourrait être du LFI, ça, non? Non, c'est pas LFI. Ouais, j'aurais dit, mais non. Ah, Non, moi aussi, non, c'est pas très loin de LFI, mais c'est pas LFI. C'est les écolos, pas ça. ton- Oui, Ah oui. c'est pas Tondelier, c'est C'est quoi écolo, oui. Tondelier? C'est- Bayou est parti, il est plus là. Jadot? Non, c'est une femme. Une femme, Rousseau. Bonne réponse de Philippe Ah là là Bilger. là, Sandrine Rousseau. Ouais. C'était On aurait dû s'en douter. C'était Sandrine Rousseau ce matin sur Sud Radio. Ah ouais. Qui c'est qui l'a dit? La présidentielle de 2027 est un choix de civilisation. En 2032, il sera trop tard. Marine Le Pen? Non, presque. Jordan Bardella? Jordan Bardella, bonne réponse. Oh, il est- C'est qui l'a dit? Rima Hassan à Paris, c'est Victor Hugo de retour de Guernesey. Ah, il y a beaucoup de Panot? monde qui aurait pu Non. le dire. Panot, Léaumont, Non. Mélenchon. Mélenchon, bonne réponse. Alors, grainez les noms, hein, Oui, comme oui, ça. oui. Allez, vous écoutez Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, en direct de la mode Beuvron avec Philippe David pour le qui c'est qui l'a dit. Philippe David, vous êtes avec nous en direct sur Sud Radio. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, Jean-Marie. Vous en m'entendez? étiez à Victor Hugo, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan qui revenaient donc à Paris. Absolument, merci Jean-Marie. C'est Philippe Bilger qui a engrangé 3 points. Qui c'est qui? Deux. Non, non, c'est 3 points par question, Ah, quel que d'accord. soit X. Ça fait 6-3 alors. Qui Si j'ai bien suivi. C'est ça. À Jean-Luc Mélenchon. Toujours plus. Mélenchon qui compare Rima Hassan à Victor Hugo. L'un s'est exilé pendant 19 ans, l'autre a fait la grève de la faim pendant 3 heures. Excellent. Ça pourrait être. Greta Marine Le Thunberg. Pen, Non. Non. Ciotti ou. Non. Non. C'est un homme. Zemmour. Non. Parlementaire à l'Assemblée nationale. Marlex. Laurent Wauquiez. Bonne réponse Bravo! Je sais pas d'où je l'ai sorti. Hein. Alors là, Camille, c'est Laurent On l'avait Wauquiez, complètement oublié. le président du groupe parlementaire Les Républicains à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui l'a dit? Alors celle-là, elle m'a fait beaucoup rire. Sur le budget, il va falloir faire plein de mécontents. Bayrou? Ça commence- Non. Bah, oui. Alors, c'est un député qui a été ministre et qui a un nom qu'ont porté plusieurs ministres et même premiers ministres. Un nom, tu as Il est député macroniste, je vous aide. un député macroniste. Et son nom?
Oui, même un premier, non, son nom de famille. Et même un premier ministre a porté son nom de famille. Faure. Non, Félix Faure était président de la République. Président de la République. Non, sous Hollande, il y a eu un premier ministre qui était son homonyme. C'est pas Cazeneuve. Si, bonne réponse. Bravo. Jean-René Cazeneuve. Oui, c'est Quand c'est une Cazeneuve, erreur, mais elle oui. me réussit. Bravo. Qui c'est qui l'a dit sur la minute de silence en hommage à Mélanie qui a été tuée à Nogent? C'est une femme, elle a été candidate à la présidentielle. Ségolène Royal. Ils sont très bons, hein? Oui. Ah, ils sont excellents. Non mais Philippe nous met la pâtée quand même là, ça va pas du tout. Évoquier, bravo. Hein. Qui c'est qui l'a dit sur... tiens, un mineur ne peut pas acheter d'alcool ou de cigarettes, c'est la même idée pour les couteaux. C'est une vice-présidente de l'Assemblée nationale. Mouchou. Bonne réponse de Philippe Bilger. Il est trop fort. Ah, il est bon, Trop il est fort, bon. hein. Mais il nous Ah, aide, non, hein, c'est tout de pas même. Il faut le Bah, reconnaître. non mais il y a plusieurs Et là, il a une qualité qu'il n'a jamais à l'ordinaire. Hein. Merci. D'impartialité. Qui c'est qui l'a dit sur les... Ah tiens, non, celle-là est pas mal. Qui c'est qui l'a dit sur les propositions contre les violences des mineurs? Ce sont des propositions débiles. Alors, c'est une femme qui est eurodéputée. Wow. Femme qui est eurodéputée. Ah, les eurodéputés, on les Je vais connaît vous déjà pas aider. beaucoup, C'est Sa pas- tante a été candidate à la présidentielle. Marion Maréchal Le Pen. Bonne réponse de Willy. Là, vous me Schren. l'avez pris. Il est rapide. On n'a plus le temps. Alors, ça a été un très beau combat. Philippe Bilger, 12 points. Willy Schren, 9 points. Vous avez été pris un peu de vitesse Oui, par c'est Willy ça. Schren 2 fois. Oui. Mais qui c'est qui l'a dit? Il n'y a pas de règle. Hein. C'est celui qui répond le premier qui a gagné. Je Et m'incline. 3 points pour Camille Laplace. C'est bien parce que souvent, au premier qui c'est qui l'a dit. C'est la bulle. C'est la bulle. C'est ça, exactement. Allez, dans Vous quel... méritez la vôtre. Mais elle n'est pas papale. Allez, on se retrouve dans quelques instants après le journal pour la suite des vraies voix. Je vais pousser un coup de gueule sur tous ceux qui veulent nous interdire. Et on aura ensuite l'info en plus de Félix Mathieu. On partira pour Bordeaux. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Fédération nationale de chasseurs, stand K16 au Salon de la Chasse qui a lieu aujourd'hui, demain et dimanche à La Motte-Beuvron. Nos trois vraies voix du jour, bien évidemment, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, qui est en train d'apprendre plein de choses sur la chasse d'ailleurs, on peut le dire. Passionnant. Willy Schren, président de la Fédération nationale des chasseurs, auteur du livre Un chasseur en campagne, publié chez Albin Michel. Ça va? Super. Cette première heure vous a permis de même vous dire qu'au qui c'est qui l'a dit, vous aviez de fortes capacités. Oh, j'ai talonné Philippe, Ah ouais. mais Ah, ça, c'est- j'ai pas réussi à le battre. Ah, comme disait Thierry Roland, il n'y a pas eu la ligne droite de Longchamp. Hein. À une réponse près. Là, t'es vraiment très très près. C'était les tirs au but pratiquement. Et avec nous, Camille Laplace, qui a montré aussi qu'elle accrochait bien au qui c'est qui l'a dit. Ingénieur hospitalier, tenté. chasseresse et maman de 3 enfants. Elle est sur TikTok, sous le nom Cam Cam et Lolo, et sur Facebook avec Cam Chasseresse pour faire ce sont des groupes d'interaction entre chasseresse et chasseurs. Allez, tout de suite, on va vous faire un très beau cadeau. Un bracelet personnalisé de la collection Lettres du Vent à la Française. Alors un bracelet avec les initiales de la personne à qui vous allez l'offrir, livré dans un coffret cadeau Le Vent à la Française. C'est un cadeau de fête des pères. Il a la finition dorée, il est intégralement fabriqué en France, il est confectionné à la main. Le cordon est garanti à vie, il est résistant à l'eau et il est sans allergène. Tiens, allez, Willy Schren, vous nous accueillez sur votre stand. Un chiffre entre 0 et 10 pour le gagnant au 0826 300 300. 3. Le troisième appel au 0826 300 300 gagne un bracelet de la collection Lettres du Vent à la Française avec les initiales du prénom. Vous appelez tout de suite au 0826 300 300 et de tout de suite on se retrouve pour mon traditionnel coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix en direct du stand de la Fédération nationale des chasseurs pour le salon Game Fair qui se tient jusqu'à dimanche à La Motte-Beuvron. Tout de suite, c'est l'heure du coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle
La Motte-Beuvron, charmant village de Sologne. Pourquoi la Motte-Beuvron? Parce que c'est là que se trouve, outre les vraies voix, le studio mobile de Sud Radio pour plusieurs émissions lors de ce salon Game Fair sur le stand de la Fédération nationale des chasseurs. Le Game Fair étant depuis plus de 40 ans le rendez-vous incontournable de la chasse et de la nature en France et en Europe. Et ce coup de gueule va commencer par un coup de cœur pour ce salon qui transpire, vu la température ambiante, le terme s'impose, la ruralité, les terroirs, le bon vivre, le bien manger, le bien boire, l'amour de la nature, bref, la France. Des qualités aux antipodes de ce qui nous est vanté depuis des années et répété comme un mantra à la radio et à la télévision. Il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas chasser, il ne faut pas manger de foie gras et tutti quanti. Il faut faire ceci, faire cela, même si, vu le climat d'interdit qui règne, ce serait plutôt, comme disait une chanson de Jacques Dutronc, fais pas ci, fais pas ça. Et je profite de la présence des vraies voix sur ce salon pour rappeler à ceux qui veulent tout nous interdire que les chasseurs, les ruraux, les épicuriens ne veulent rien vous imposer du tout. Si vous voulez passer votre vie à manger du tofu et du quinoa, grand bien vous fasse, il n'y a aucun souci. Les chasseurs régulent les espèces et quand on voit le désastre que causent les sangliers dans les champs de nos agriculteurs, heureusement qu'ils sont là pour éviter que les champs soient encore plus saccagés. Et pour vous mettre en appétit, alors que nous sommes bientôt à l'heure du dîner, quel bonheur de déguster une terrine de chevreuil, un pavé de cerf, un sanglier sauce grand veneur. Clin d'œil à notre vraie voix Loïc Le Floch-Prigent qui adore, on a ce point commun, ce plat. Ou encore, même si ce n'est pas du gibier, la terrine de canard au poivre vert que nous a fait déguster un agriculteur du Tarn-et-Garonne ce midi sur le stand de la Fédération nationale des chasseurs. On embrasse d'ailleurs cet agriculteur. Alors, laissez-nous vivre comme nous vous laissons vivre, comme chante David Olaïtzola, ne touchez pas à nos traditions. Ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions. Est-ce que c'est pas ça la morale de l'histoire? Ne touchez pas à nos traditions et laissez-nous vivre. Vous êtes d'accord avec ça, Willy Schren? Bien évidemment. On a aujourd'hui une société qui est dans l'intolérance la plus totale et la plus violente. Je pense même que c'est cette intolérance aujourd'hui qui génère une bonne partie de cette violence. Il y a des tas de gens qui font des tas de choses depuis toujours, on n'avait pas de problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi je mange pas de viande. Eh ben je ne veux pas, Philippe, que tu manges de la viande. J'aime pas la chasse, ok, je veux pas que tu ailles à la chasse. Et on va décliner les choses comme ça. Et on devient violent en pensant que chacun détient son morceau de vérité tellement bien et tellement fort qu'on doit l'imposer à tous les autres. C'est le début de l'impossibilité de vivre en société si on a cette intolérance qui doit primer sur tout le reste. Vous avez raison. Pardon Camille, moi qui suis réactionnaire, j'ajouterais beaucoup d'interdictions à celles qu'a évoquées avec talent Philippe David. Interdit de dire à une femme qu'elle est belle. Sinon, on est immédiatement stigmatisé. Interdit de penser mal, c'est-à-dire pas comme la masse. Interdit de ne pas dire du bien de France Inter. Interdit. Vous voyez. Il a raison quand même un peu là, c'est vrai, Philippe. Oui. Camille, vous êtes d'accord avec ce coup de gueule? Oui, on est dans la culture de l'uniformisation. Tout le monde doit penser de la même façon. Et c'est aux antipodes de ce qu'est la chasse, en fait. La chasse, c'est justement tous ces terroirs, toute cette diversité. Et moi, je parcours la France avec mon conjoint, justement, à la découverte de toutes ces chasses. Parce qu'on chasse pas de la même façon. Votre conjoint qu'on salue, qui regarde l'émission à quelques mètres. Lolo pour les intimes. Lolo pour les intimes. On chasse pas de la même façon dans le sud-ouest qu'on chasse dans le Haut-Var. Dans le nord, voilà, et on s'adapte à la météo, on s'adapte au gibier, on s'adapte à la nature tout simplement, voilà. Et c'est ça qui est riche, et la France est riche de toutes ces diversités là. Et il y a presque, je vais pas vous dire autant de chasse que de vin et de fromage, mais presque. Voilà. Allez, tout de suite, on retrouve l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et un festival met à l'honneur les peuples iraniens à Bordeaux. C'est un hasard des choses, alors que l'Iran est à la une depuis ce matin pour des raisons beaucoup plus graves. Ces frappes israéliennes contre les infrastructures militaires et civiles iraniennes. On avait prévu, nous, de vous parler ce soir de l'Iran, de ces nombreux peuples, au pluriel, de leur culture multiséculaire. Ils sont mis à l'honneur cette année par le festival La Voix des peuples à Bordeaux, Voix VOIE. Jusqu'à dimanche, il y a beaucoup d'animations pour les découvrir, ces peuples, dans le parc Brascassa à Bordeaux.
musique persane et kurde, marionnettes géantes, calligraphie kurde, danse, poésie, exposition, village associatif ou artisanal, initiation linguistique, massage, théâtre de marionnettes et géantes ou d'ombre, liste non exhaustive. Il y a vraiment pas mal de choses au programme. Pour en parler, nous sommes avec le directeur artistique de ce festival La Voix des Peuples, organisé par l'association Lapangée. Bonsoir Médéric Fournier. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Avant d'en revenir au programme de La Voix et Peuple, beaucoup de vos intervenants ont forcément des liens très personnels, très forts avec l'Iran. On imagine que cette actualité, ces frappes sur l'Iran aujourd'hui, ça les a bouleversés pour beaucoup d'entre eux. Oui, forcément, la communauté iranienne avec qui on travaille, donc nous on travaille avec plein de personnes différentes, les communautés iraniennes, donc nous notre festival on travaille avec les peuples iraniens, c'est-à-dire de langue iranienne, donc c'est pas que l'Iran, hein, c'est aussi les Kurdes, les Tadjiks, les Baloutches, les Pashtuns, donc il y a plein de personnes, une grande diversité d'ethnies et de cultures, mais effectivement l'association Trésor d'Iran et pas mal de personnes avec qui on travaille sont forcément largement impacté par ce qui s'est passé cette nuit et qui continue à se passer. La diaspora iranienne, tout le monde connaît, tout le monde a de la famille à Téhéran, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et voilà, on a déjà eu pas mal de discussions un peu lourdes et difficiles avec les personnes, donc ça nous impacte nous, ça impacte les personnes, et on essaie d'être ensemble et de faire au mieux. Oui, vous avez ressenti de l'inquiétude chez eux, pour leurs proches? Largement, ouais, de l'inquiétude, même plus que ça, hein, beaucoup de tristesse. On s'est pris dans les bras, il y a eu des pleurs, c'est pas facile. Personne n'a dormi la nuit dernière. C'est un tournant, quoi. C'est un hasard, effectivement. Vous mettez cette région à l'honneur au moment où cette actualité intervient. C'est un vrai hasard. Justement, vous l'évoquiez dans cette 9e édition de votre festival La Voix des Peuples. Ce qu'on apprend finalement avec ce rendez-vous, c'est que c'est pas une entité monolithique hein, du côté de l'Iran. Vous parlez d'une mosaïque culturelle et linguistique unique. En fait, on a beaucoup de peuples et d'histoires très différentes. Ouais, exactement. Nous, le projet de ce festival, donc La Voix des Peuples, on travaille avec des peuples différents à chaque édition. Si on a appelé ce festival La Voix des Peuples et qu'on a cette idée, c'est justement de montrer que le concept de frontière, c'est pas la voix des pays. Le concept de frontière est souvent assez absurde. Donc nous, on essaie de célébrer à travers l'art, à travers les cultures, et à travers les langues. Évidemment, tout ça traverse les frontières. Donc quand on parle de peuple iranien, on est effectivement sur des langues iraniennes, et c'est beaucoup plus large que simplement l'Iran. Quels sont les temps forts d'ici dimanche dans ce parc à Bordeaux, ceux pour lesquels vous attendez le plus de monde? Parce que c'est vrai que vous avez un programme très chargé, il y a beaucoup de choses à découvrir. Ouais, il y a plein de choses, c'est aussi ce qu'on aime, on essaie de pas mettre forcément une proposition en avant, mais plein de choses, et vraiment la rencontre au centre. Il y a plein de choses, on ouvre demain on réouvre à midi. Avec un stage de danse derviche pour apprendre à tournoyer. Le derviche, voilà, c'est une danse soufie. Il y a un spectacle de marionnettes avec la compagnie Maison Persane. Il y a de la danse kurde aussi. Il y a des concerts. Il y a des ateliers de calligraphie, des ateliers de langue, des ateliers de plein d'ateliers. Il y a un marché d'artisans. Je sais pas si je devais choisir un temps fort, c'est pas simple. Je pense qu'il y a des temps forts. Parce qu'il y a donc ce week-end, c'est un peu le bouquet final de La Voix des Peuples, la 9e édition pour cette version 2025. Ça se passe donc dans ce parc Brascassa à Bordeaux. Avant ça, vous avez eu un peu pas mal de rendez-vous un peu partout dans la ville. C'est un vrai gros travail que vous menez pour faire découvrir l'Iran cette année à Bordeaux. Ouais, exactement. En fait, nous, on pense ce festival comme le bouquet final d'une saison culturelle. Donc, on a déjà fait 2 projections de films de cinéma avec des débats, avec des discussions, avec des tables rondes. On a déjà fait un stage de danse derviche aussi pendant 4 heures pour aller un peu plus loin dans l'idée du tournoiement et la pratique. On a fait une visite au musée d'Aquitaine, une conférence autour du mitraïsme et du zoroastrisme, des spiritualités perses pré-islamiques. On a fait une exposition aussi dans une bibliothèque. Donc voilà, c'est plein de rencontres. On essaie de favoriser les rencontres pour que ce festival, ce soit vraiment le point final et que voilà, tout le monde se rencontre à ce moment-là et que ce soit un vrai moment de grâce, un vrai moment sacré. Eh bien, merci beaucoup, Médéric Fournier. Tiens, les vraies voix, sachez-le, sont avec la fédération de chasse du côté de la Motte Beuvron aujourd'hui. On se demandait au passage, est-ce que vous savez, il y a une tradition aussi de chasse chez ces peuples dans cette région de l'Iran? Une tradition de quoi? De la chasse. De la chasse? Oui. J'ai pas de connaissances là-dessus. Pour être honnête, aucune idée.
Bon, voilà, c'était par curiosité. Les vrais voix le sauront depuis la mode Beuvron. En tout cas, merci beaucoup à Médéric Fournier. On rappelle quand même, directeur artistique de ce festival, La Voix des Peuples, et c'est organisé à Bordeaux par l'association La Pongée. Avec grand plaisir, merci à vous. Félix Mathieu, poser une question sur la chasse à quelqu'un qui est d'Iran, c'est vraiment perçant, il faut quand même le reconnaître. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le tour de table de l'actualité. Quel va être votre tour de table, Philippe Bilger? On va parler de l'Iran, mais d'un autre. Le vôtre? Oui, les couteaux. Les couteaux et le vôtre? Et les enfants et les réseaux sociaux. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix. Dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger voulait parler de l'Iran parce qu'évidemment c'est la grosse actu du jour. Absolument, c'est un sujet qui va nous sortir des plaisanteries collectives que j'affectionne trop. Quand j'ai appris ce matin que Israël avait attaqué un certain nombre d'installations nucléaires et militaires de l'Iran, on savait, et apparemment attaque couronnée de succès, on savait que depuis plusieurs années, Israël préméditait ce genre d'attaque, et je pense que ce pays démocratique a profité d'une période très exceptionnelle où de toute manière l'estime internationale est au plus bas en ce qui concerne Israël pour mener à bien cette entreprise au sujet de laquelle j'ai, comme Willy tout à l'heure, à la fois de la peur, de l'effroi, parce que ça peut nous conduire au pire, mais en même temps une forme de soulagement, parce que l'Iran était capable de tout. Et je comprends un petit peu l'attitude d'Israël qui a dit il était nécessaire d'éviter un choix nucléaire. Et je suis frappé par ailleurs, et je termine, mon cher animateur, sur le fait que les grandes puissances étant aujourd'hui conduites par des gens sinon irresponsables, du moins des personnalités atypiques, les moyennes puissances font à peu près ce qu'elles veulent. Et il faut constater que Donald Trump se désintéresse du monde, mais le monde se désintéresse de lui aussi, puisqu'en réalité, Israël agit comme si l'Amérique n'existait pas. Willy Schrein, vous voulez réagir? Non. Je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Il fait un très bon résumé. Alors vous, votre tour de table, Willy Schrein, parce qu'on avait déjà parlé de l'Iran en plus, vous voulez parler des couteaux. Ouais, je voudrais parler en quelques mots des couteaux. On a une actualité qui est très douloureuse avec les couteaux. Encore une jeune femme poignardée il y a quelques jours. Je demande aussi à l'État de faire attention. C'est pas malheureusement à partir d'un fait divers qu'on va gérer à chaud les conséquences d'un problème. D'abord, il faut s'attaquer à la cause de cette jeunesse violente, et ça on le sait. Hein, quand je vois que la personne qui reconnaît d'ailleurs très calmement avoir tué quelqu'un, dans le fond on lui demande pourquoi, parce qu'il voulait faire un test. Bon, c'est quand même des choses qui doivent interpeller. Alors le couteau qui est l'arme, je l'entends, qui peut poser un problème. Attention aussi, on est dans une société où il y a des tas de gens qui utilisent un couteau et qui ne sont pas pour autant des voyous ni des assassins en puissance. Je pense à mon grand-père qui avait son opinel dans la poche tout au long de sa vie et qui l'amenait partout, même au restaurant, parce qu'il voulait manger avec elle. Des grands-pères comme le mien, il y en a des millions en France. Ces gens ne sont pas des voyous. Ces gens ne méritent pas non plus qu'on leur interdise d'utiliser un couteau. Je pense aux chasseurs, je pense aux pêcheurs, je pense aux ramasseurs de champignons, tous les amis de l'élevage, de l'agriculture. Ce sont des gens qui sont amenés à utiliser un couteau. Donc il faudra nuancer. Qu'il y ait des gamins qui à 10 ans achètent un couteau, je pense que c'est pas normal, il faut l'interdire. Qu'on veuille tout interdire à chaque fois dans une réaction épidermique à un drame catastrophique, on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'il faut plus qu'on réfléchisse au problème des causes plutôt que de gérer à chaud les conséquences et vouloir toujours interdire pour régler un problème alors que ça n'en règle pas du tout les choses. Vous avez totalement raison, Willy, d'ailleurs, président, au contraire. C'est que quand j'ai commencé la magistrature, le port d'armes était poursuivi. Il passait devant le tribunal correctionnel et combien de prévenus disaient mais j'ai ce couteau parce que je voulais manger à midi, ou d'autres travaillaient avec une serpette. Donc il y avait beaucoup de ports d'armes parfaitement justifiés et qui n'étaient pas destinés à tuer autrui. Et la meilleure preuve de la validité de ce que vous dites, c'est que celui qui a tué Quentin
cette assistante a pris un couteau de cuisine qu'il a récupéré chez lui. Donc ça n'a rien à voir, très justement. Vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes maman de 3 enfants, parce que on dit oui, le drame c'est les couteaux. Non, c'est pas les couteaux, c'est les gens qui tiennent les couteaux. Parce que des couteaux, on les utilise 3 fois par jour, notamment au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et ça nous viendrait pas à l'idée de prendre le couteau, d'aller sonner à la porte du voisin et d'aller le planter. Le problème, c'est pas le couteau. Ou alors, le 11 septembre, le problème, c'était les avions. Non, et oui, c'est exactement. C'est bien résumé. Et effectivement, si quelqu'un veut avoir un acte malveillant, il trouvera toujours un objet et il détournera cet objet pour un usage malveillant. Et ça soit un couteau ou ça peut être n'importe quoi, même une voiture. Enfin, c'est sûr, une voiture peut être. Bien sûr. On a vu des attentats, un camion comme à Nice, voilà. etc. Tout on interdit tous les camions. La malveillance, c'est le problème, en effet. Pas l'outil. Vous voulez faire un tour de table, Camille, incroyable. Chez vous, les réseaux sociaux, vous avez 3 enfants, sont interdits aux enfants. Et vous avez même supprimé les jeux vidéo avec des résultats probants. C'est tout le paradoxe de chez moi, parce que je suis justement sur les réseaux sociaux et j'en use et j'en abuse pour communiquer, parce que c'est un excellent outil de communication. C'est vrai. Mais il faut absolument être armé pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Et chez moi, mes enfants n'ont pas du tout accès aux réseaux sociaux. Mes enfants, ma fille aînée a 15 ans et elle n'a aucun compte sur aucun réseau social. Voilà. Je ne veux pas. Les rencontres peuvent être dangereuses, et tant qu'ils n'ont pas cet esprit critique et acerbe vis-à-vis de la rencontre, ils sont pas capables de prendre du recul face à la menace. Et les jeux vidéo, c'est la même chose, parce qu'aujourd'hui les jeux vidéo sont connectés et vous pouvez rencontrer des gens. Vous jouez avec des gens à l'autre bout du monde. Mais bien sûr, et vous ne connaissez pas l'intention de la personne que vous avez en face de vous. Et quand vous avez 10 ans, 12 ans comme mon fils, vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un gentil joueur qui peut avoir n'importe quel pseudo. Voilà. Donc mon fils, j'ai vu quand on lui a offert, sans citer la marque, une console à son entrée en 6e. Il avait d'excellents résultats et il s'est retrouvé avec 7 en français. On a supprimé purement et simplement la console. Terminé, hein. Il est passé de 7 à 14 en un trimestre. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que les résultats étaient probants et parlaient d'eux-mêmes. C'est sûr que quand on double la note, c'est plutôt probant, ça, on est d'accord. Il n'est pas question que la console revienne à la maison tant qu'ils n'ont pas l'âge. Voilà. Mais vous diriez, Camille, que le principal danger, c'est celui que vous avez évoqué, des rencontres avec des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est quoi pas assez de concentration quand on a des consoles, des choses comme ça? Exactement, mais vraiment, il était complètement hypnotisé par son jeu, au point d'oublier de se lever, d'aller faire pipi. C'est pour vous dire, c'est-à-dire concentré dans son jeu, hypnotisé par son jeu, et ça en devient, pardon de prendre ce terme-là, une drogue. J'ai envie d'y retourner. Je fais pas mes devoirs parce que j'ai envie d'y retourner. Voilà. Et donc en fait, c'est un cercle vicieux. Premièrement, il y a le risque des rencontres, et deuxièmement, il y a l'addiction aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux qui fait qu'ils ne pensent plus qu'à ça et pas ce à quoi ils devraient penser à l'âge qu'ils ont. Et à leurs devoirs, à leurs études. Voilà. Willy Schren, c'est quand on entend Camille, on nous dit souvent, les parents ont perdu l'autorité sur les enfants. La preuve que les parents, ils peuvent avoir l'autorité sur les enfants, ce qui est quand même le but. Bien sûr, et il vaut mieux d'ailleurs, et bravo à Camille, il vaut mieux l'interdire avant qu'il commence à l'utiliser, parce que revenir dessus après, c'est très très compliqué pour des parents, avec des crises de nerfs, des enfants qui pètent un câble, on voit ce genre de choses. C'est sûr qu'on voit quand même aujourd'hui que la perception du jugement et la compréhension du monde qui nous entoure, elle doit se faire d'abord d'une façon physique par les enfants. L'arrivée des réseaux sociaux, ça doit être un moment, exactement comme vous l'avez dit Camille, quand vous avez de quoi juger par vous-même ce qui vous entoure. Sinon, c'est totalement artificiel. Vous prenez un socle et des bases qui sont mauvaises avant de commencer. C'est les réseaux sociaux qui sont noyés aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Nous-mêmes, des fois, on y regarde en 2 fois. On reçoit quelque chose, c'est vrai ou c'est pas vrai? Imaginez un gamin ou une gamine qui n'a pas encore cette force de jugement, parce qu'on l'a appris ailleurs à juger. On va faire des générations de moutons ou de gamins qui quitteront même plus et qui ne vivront qu'à travers ça. À un moment qu'ils ne se livreront plus pour aller faire pipi, qu'ils ne se livreront même plus pour aller manger. Ils seront connectés en permanence. Donc il faut une réaction, et je pense que bravo à Camille d'avoir fait ça, parce que c'est pas facile dans le contexte actuel. Dans le micro, ça veut dire que vos enfants sont très bien éduqués parce qu'ils l'acceptent. Alors, je dis pas qu'ils ne râlent pas, mais après, ils n'ont pas le choix. Mais vous savez, parfois ils râlent quand je mets du chou-fleur sur la table. En même temps, je sais que c'est bon pour eux.
Voilà, il ne faut pas manger des burgers tous les jours. Maman, tu le fais, nous on n'a pas le droit. Bravo. Je conduis, ils n'ont pas le droit. Et permettez-moi de vous dire une chose, le chou-fleur c'est excellent, surtout en gratin. Parce qu'un bon gratin de chou-fleur, ça c'est quand même magnifique. Merci à tous. Notre gagnante du bracelet personnalisé de la collection Lettres du vent à la française, un bracelet avec les initiales du prénom, finition dorée, intégralement fabriqué en France, confectionné à la main, cordon garanti à vie, résistant à l'eau et sans allergène, c'est Amandine de Bordeaux, on la félicite. Dans un instant, en Corrèze et en Isère, chasseurs et randonneurs s'organisent pour mieux cohabiter. Des chartes locales visent à apaiser les tensions entre usagers et nature. Alors parlons vrai, est-ce que ces chartes sont la bonne méthode à utiliser partout dans le pays? Et à la question du jour, chasseurs, promeneurs, la cohabitation est-elle possible? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Des chasseurs qui défendent la complémentarité entre les différents usages dans la nature. Randonneurs, vététistes et chasse, certains opposent ces pratiques lorsque surviennent des accidents. Dans certains départements comme la Corrèze ou l'Isère, les fédérations de chasse et de randonnée ont signé des chartes pour une bonne cohabitation. Alors parlons vrai, est-ce qu'il y a d'autres méthodes que ces chartes pour améliorer les choses? Et à la question chasseurs-promeneurs, la cohabitation est-elle possible? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, vous voulez réagir ou on commence avec Willy Schren? Ah ben moi, j'aurais le plaisir peut-être de contredire le président, donc je le laisse commencer. Willy Schren. Je pense que la difficulté de la cohabitation sur les espaces, en fin de compte, elle est assez récente. Elle est arrivée quand la nature, en fin de compte, est devenue un parti politique. C'est-à-dire qu'il s'est appelé d'ailleurs l'écologie des Verts. Et quand on voit d'ailleurs qu'aux dernières présidentielles, un mec comme Jadot, en 3e point de son programme, dit l'interdiction de la chasse, le week-end, les vacances, les jours fériés. Ce qui veut dire quand même que quand vous êtes chez vous, vous êtes propriétaire. La propriété privée quand même. C'est quand même fondamental dans la société. On n'est pas dans un grand kolkhoz à ciel ouvert en France. Que la biodiversité soit un bien commun, c'est une chose, mais la propriété privée. Une fois qu'on estime qu'au nom de la nature, tout doit être ouvert à tout le monde, que vous, chez vous, on vous interdit de faire quelque chose de légal parce que vous devez partager et offrir votre bien à des gens qui veulent venir en jouir gratuitement au nom de l'écologie et de l'animalisme, c'est quand même gonflé. C'est quand même gonflé. Alors, l'histoire, elle est simple. Avant, la nature, la campagne, on va dire, tout le monde comprenait tout le monde. On savait que Pierre ou Paul chassait le dimanche, on n'allait pas dans son bois. On allait le samedi ou le dimanche d'après, on allait faire un truc avec le chien, on allait cueillir quelques champignons. Tout était ouvert. On n'avait pas de problème. Jusqu'au moment où on est venu dire un moment, la nature, elle est à tout le monde. La nature est à tout le monde. La nature n'est pas à tout le monde. À partir de là, il faut laisser surtout les gens s'en occuper au niveau local. Il y a des accords partout, Philippe. Il y a plein d'endroits où on partage la nature. Quand je parle de nature privée, bien sûr, la propriété privée, où il y a des accords entre les communes, les propriétaires privés, et ça se passe très bien. Donc, essayons aussi de sortir de ce qu'entendent les gens et ce que voient les gens. C'est-à-dire ce pugilat médiatique totalement dirigé et orchestré par des gens à des fins politiques. Sachez quand même que dans 99% des cas, les choses se passent extrêmement bien au niveau local. Là, on parlait du Nord. Vous, dans le Haut-Var, ça se passe bien avec les randonneurs, vététistes et tutti quanti? Ça se passe bien, pas toujours, mais effectivement, de toute façon, un jour vous êtes chasseur, le lendemain vous êtes randonneur, vous ramassez des champignons ou vous ramassez des asperges. Donc même le chasseur, il est usager de la nature de façon différente et il le comprend bien ça. Et les autres usagers doivent aussi le comprendre. Et je reviens sur effectivement la propriété privée. Le magistrat que vous êtes va me reprendre, mais il me semble que la propriété privée, le droit de propriété est constitutionnel en France. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et qu'il faut se remettre en tête. On ne va pas ramasser les champignons de quelqu'un, ou s'il avait planté un potager, vous n'iriez pas ramasser ses courges ou ses haricots verts. Donc c'est haricots verts, pardon. Donc voilà, c'est un peu de bon sens. On se rappelle qu'on est chez quelqu'un et on s'adapte aux règles, tout simplement. Je vous rejoins en grande partie. Il est anormal qu'on ne parvienne pas à trouver un terrain d'entente partout entre les chasseurs et les promeneurs. Mais je me demande si la dérive n'a pas commencé chez certains des deux côtés
avec la gangrène de la politique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a tellement distillé une haine des chasseurs que naturellement ça a créé une animosité chez les promeneurs qui ne l'éprouvaient pas avant. Et de la même manière, quelques promeneurs, quelques citoyens, je l'espère de bonne foi, ont tiré argument de certaines tragédies parfaitement fortuites et dramatiques pour s'en prendre aux chasseurs. Je suis persuadé que si nous avions un minimum de politesse collective, ça ne poserait pas l'ombre d'un problème. Du civisme. Il a raison, vous avez raison Philippe, effectivement tout passe déjà par ce principe de tolérance qu'on a évoqué à maintes reprises. Et puis après, quand on sort de la partie privative de la nature, on est dans les lieux publics, les forêts domaniales, les forêts publiques, ce genre de choses par exemple, ou les chemins publics. Là, il ne faut jamais oublier que les choses sont déjà extrêmement séparées. Vous êtes chasseur, vous avez chassé en forêt domaniale, vous avez le droit de le faire une journée par semaine en moyenne pendant la période de chasse et c'est tout, c'est-à-dire une douzaine de jours, 14 maximum. Si la forêt est périurbaine, il y a bien longtemps qu'on ne chasse pas le week-end, les vacances et les jours fériés, où c'est déjà interdit. On l'a même demandé parce que c'est de bon sens. On ne va pas se promener dans la forêt avec plein de monde autour de nous quand on est avec des armes et des chiens en train de courir après des faisans ou des sangliers. Je veux dire, c'est pas tout ça, on l'a éprouvé depuis longtemps. Et ma grand-mère disait toujours, alors si c'est valable pour nous, c'est valable pour les autres. Quand t'es pas chez toi, gamin, n'oublie jamais que t'es chez quelqu'un. Une fois qu'on aura retrouvé ça comme fondamental, eh ben ça ira déjà beaucoup mieux dans le vivre ensemble. Et ça va bien se passer. Mais que les gens se rassurent, les chasseurs n'ont pas envie de bunkériser la nature, n'ont pas envie de fermer les espaces, mais respecter juste un peu les gens qui sont chez eux. Voilà. Et profondément derrière tout cela, au-delà de la chasse et des promeneurs, je me demande s'il n'y a pas dans l'esprit profond de la politique d'aujourd'hui, et pas seulement de la part du président, une volonté d'opposer en permanence les Français les uns aux autres, les activités diviser, les unes c'est mieux aux régner, on autres, sait tous. et que chacun ne constitue que la seule légitimité, c'est ce qui apporte du bonheur à soi-même. Mais les autres existent, il faut l'accepter. Philippe, fondamentalement, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de monde politique. Donc des fois, il faut en créer un petit peu quand tout se passe bien. C'est pas sain. Oui, on crée la peur en fait pour mieux nous manipuler. Alors il y a une question qui se pose quand même parce que les chiffres sont encourageants. Il y a 42% d'accidents en moins en 20 ans. Ça prouve quand même que les chasseurs font peut-être plus attention qu'à une certaine époque, non ? C'est pas qu'une question d'attention, pardon, c'est aussi une question de formation. Ah oui, alors expliquez-nous, parce que comment on obtient le permis de chasser ? Moi, je l'ai eu il y a 4 ans, donc je m'en souviens bien. Voilà, il y a deux parties, il y a une épreuve théorique et une épreuve pratique. Comme le permis de conduire. Exactement, comme le permis de conduire, voilà, tout simplement. Il faut répondre à des questions, et parmi ces questions-là, en tout cas pour la partie théorique, il y a des questions sur la sécurité. Et si vous avez faux à ces questions de sécurité, vous n'aurez pas de chasser. Et pour la partie pratique, c'est exactement la même chose. Il y a des gestes liés à la sécurité. Si vous faites un de ces gestes au moment de votre examen pratique, eh ben vous n'aurez pas non plus votre permis de chasser. Voilà. Donc l'examen pratique, comme le permis de conduire, on va avoir du sanglier courant avec une arme à canon rayé. Du tir avec un fusil, on va avoir le rangement de son arme, voilà, c'est un certain nombre d'épreuves pratiques et puis c'est 10 questions théoriques. Et c'est compliqué à avoir ou pas ? Oui, il y a beaucoup de bachotage, Moi, etc. J'ai bossé. Oui. Ah, mais il faut bosser. Ah oui, j'ai bossé. Il a raison. Hein. Il y a en moyenne 65% des gens qui ont le permis, qui obtiennent. C'est moins que le baccalauréat, je vous le rappelle. Ah oui, on en est à 97 ou 98, là c'est l'école des fans. Là. En plus, on a rajouté, en plus du permis de chasser, on a rajouté aujourd'hui un suivi, ce qui n'existe dans aucune est obligé de se présenter à des formations de remise à niveau tous les autant d'années systématiquement. Toute personne qui ne vient pas, on fait quand même des gestes forts dans la continuité. Comment échapper au crime parfait. Merci à tous, merci pour votre accueil. Merci à tous. Président de la Fédération nationale des chasseurs, auteur de Un chasseur en campagne, publié chez Albin Michel. Merci Camille Laplace, ingénieur hospitalier, chasseresse et maman de 3 enfants. Sur TikTok, Cam Calelolo, et sur Facebook, Cam Chasseresse, et sur Insta Cam Chasseresse aussi. J'étais vraiment ravie d'être avec vous. Eh ben, on a passé un très bon moment avec vous deux. Animateur. Oh, m'en parlez pas. Mais là, vous savez qu'on est également la radio du rugby, outre celle des territoires. Et on retrouve tout de suite notre ami Alexandre Priam. Salut Alex. Salut les vraies voix.
Alors, inutile de dire que ça commence très fort ce soir avec Bayonne versus Clermont à Jean Daugé. Oui, il y a eu des conditions dantesques sur ces dernières heures. Le soleil commence à arriver sur la côte basque. C'est le premier barrage, le premier match de phase finale de top 14 de cette saison. Bayonne face à Clermont. Ça va inaugurer un week-end exceptionnel sur Sud Radio qui se poursuivra demain avec l'Access Match entre Grenoble et Perpignan. Puis Toulon, Castres, évidemment. Tout ça, c'est sur Sud Radio. Sur la radio du rugby, on est là jusqu'à 23h. 4 heures de rugby pour vous, amoureux de Sud Radio et de ce ballon ovale. Merci à tous. On se retrouve lundi 17h avec Cécile de Minibus pour Les Vraies Voix. Et tout de suite, le rugby avec Alexandre Priam et l'équipe du rugby de Sud Radio.